Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Erel Thévenon, qui vient de publier pour l'Institut de l'innovation économique et sociale un livre intitulé « Vertige du télétravail ». Alors Erel Thévenon est docteur en droit, elle a été auditrice à l'Institut des hautes études de la protection sociale, responsable des affaires sociales à l'AFEP, l'Association française pour les entreprises privées. Elle a ensuite créé une start-up dans le domaine de la dépendance des personnes âgées pendant 3 ans. Puis elle a été directrice des études de l'Institut de l'entreprise. Et aujourd'hui, elle est déléguée d'un think tank qui s'appelle l'Institut pour l'innovation économique et sociale. Ce think tank a été créé par des dirigeants d'entreprise et mène des réflexions de fond pour construire un nouveau modèle social qui serait adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Bienvenue Erel. Bonjour Catherine. Alors tu viens de publier ce livre qui a un titre qui est assez interpellant puisqu'il s'agit de Vertige du télétravail. J'aimerais bien que tu nous dises pourquoi toi et l'Institut vous avez décidé de vous attaquer à ce sujet et finalement quel est son objectif et aussi la méthode que tu as suivie. Alors, ce livre est parti d'un constat, au départ d'une observation des fondateurs de l'Institut. Ils constataient donc au sortir du confinement de 2020 qu'il y avait des entreprises qui avaient pris des décisions très radicales de télétravail à 80%, 100%, et étaient assez frappés par la rapidité avec laquelle des décisions de cette nature avaient été prises dans des entreprises dont c'était a priori pas l'ADN. Parce que finalement, ça s'est passé en 2 jours, avec le premier confinement. Voilà, et donc des entreprises qui l'ont fait en 2 jours sur ce premier confinement et puis qui ensuite, très rapidement, dès le mois de mars, ont indiqué que cette façon de travailler deviendrait le mode normal de travail. Donc au départ, c'est une curiosité. Et le point de ces dirigeants était de dire, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus important que ce que l'on peut penser au premier abord. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer, qu'on a du mal à objectiver. C'est un sujet qui masque des enjeux beaucoup plus importants et qu'il faut penser. Et leur remarque a été, c'est un sujet qu'il ne faut pas abandonner aux DRH, non pas que les DRH ne sachent pas le prendre, mais parce que c'est pas une question juste d'organisation du travail, c'est une question de stratégie de l'entreprise. Et c'est une question qui doit être traitée au niveau des directions générales. Parce que finalement, ce qui s'est passé justement en 48 heures au début du confinement, c'est une accélération numérique absolument incroyable, alors que finalement, il y a plein d'entreprises qui étaient réticentes au télétravail, qui prétendaient qu'il y avait toutes sortes de tâches qui n'étaient pas télétravaillables, et d'une certaine façon, l'impossible est devenu possible très très vite. Oui, et d'ailleurs, ça reste aujourd'hui toujours quelque chose qui est assez sidérant, c'est comment on a pu réaliser en 2 jours ce que pendant 50 ans on n'arrivait pas à faire, parce qu'en fait le télétravail existait déjà depuis longtemps, il était demandé par nombre de collaborateurs, il y a un certain nombre de freins qui étaient relativement bien identifiés, qui font que ça n'était pas généralisé. C'est vrai qu'en 2 jours, le marginal est devenu normal, et ça reste vraiment une curiosité et une source de questionnement. J'ai une interlocutrice qui me disait, mais ça crédibilise pas la gouvernance des entreprises. Et une autre question qu'on s'est posée, c'est finalement des décisions aussi fortes doivent-elles être prises par le diktat? Est-ce que c'est possible de le faire autrement? Est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à passer des caps importants, ce qui n'est pas très rassurant quand on y pense.
Ok, et donc finalement, est-ce qu'il faut penser comme un certain nombre de patrons de la Silicon Valley, je pense à Marc Benioff, qui est le fondateur de Salesforce, qui est le numéro 1 du CRM, qui dit que en fait, on est passé dans un monde digital first, en fait que c'est maintenant le digital qui l'emporte sur le monde physique, et finalement que chaque entreprise va devoir avoir un QG digital, qu'en fait c'est cette dimension qui devient la dimension première avant le bureau. Est-ce que le bureau est appelé à disparaître alors ? Ben ça fait partie des questions. Alors, ça me permet de revenir sur une question que tu avais posée en début de conversation. C'est quelle est la méthode qu'on a mis en place pour traiter le sujet. Donc, finalement, on a ce sentiment diffus qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas bien. Donc, l'idée était de tirer le fil au bout et de s'interroger sur cette intuition. Qu'est-ce qui nous fait penser ? Quels sont les enjeux qui seraient en cause et jusqu'où peut-on... quelles sont les questions que cela pose ? Donc, de se poser ces questions et de dérouler progressivement le fil. Et pour le faire, il y a 2 partis pris. J'ai choisi d'interroger des personnes qui avaient des profils et des points de vue différents. Donc il y a des cadres d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, des gens qui sont en dehors de l'entreprise, des indépendants, donc eux qui sont en télétravail relativement naturellement depuis longtemps, des coachs qui accompagnent les dirigeants dans ces réflexions, des sociologues, des professeurs, et puis une artiste notamment qui a un éclairage extrêmement original. Syndicaliste aussi ? Et des syndicalistes, bien sûr. Et de les inviter à réfléchir aussi ces questions-là. Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette transformation ? Et l'objectif, c'est d'ouvrir le champ, de le faire par questionnement, de poser des questions. Il y a assez peu de réponses dans le bouquin. Mais c'est volontaire. Et l'idée, c'était de partir de ce qui est évident, c'est-à-dire l'impact du télétravail sur le travail. En quoi cela va-t-il changer notre façon de travailler, ou plus fondamentalement le travail ? Puis ensuite, de s'interroger sur l'impact sur la personne du travailleur. Est-ce que ça va nous rabougrir ou au contraire nous épanouir ? Et puis le cercle d'après, l'impact sur l'entreprise. Et puis, au bout du compte, l'impact sur la société. Et donc, en raisonnement par cercle circonscrit, et qui progressivement s'éloigne, de voir jusqu'où pouvaient nous emmener ces transformations. Et ça pose un certain nombre de questions vertigineuses, d'où le titre. D'où les vertiges. Parce qu'effectivement, comme tu le disais en parlant des DRH, c'est un sujet qui peut être vu de façon, et qui doit être vu aussi bien sûr de façon très opérationnelle, puisque ça pose des questions vraiment immédiates d'organisation du travail. Mais effectivement, c'est un sujet stratégique avec des tas d'impacts qu'on ne soupçonnerait même pas quand on aborde le sujet de façon un petit peu superficielle. Et finalement, aujourd'hui, il y a du temps qui a passé. Est-ce que la poussière est un peu retombée ? Est-ce qu'on peut dire qu'on voit émerger aujourd'hui une nouvelle normalité qui ne serait pas le 100% télétravail, mais le travail hybride, le flex office ? Comment tu vois les choses ? Alors, ce qui semble se dégager, c'est que, d'une part, le sujet est au cœur des discussions, et notamment, c'est le quotidien dans toutes les entreprises. Et les entreprises élaborent toutes des accords dans lesquels on s'interroge sur le nombre de jours. Alors, est-ce que c'est 4, 1, 2, 2,5, 2,5 Donc, une des inquiétudes, c'est des DRH comprises, dans ceux que j'ai pu interroger, c'est le risque qu'on reste accroché à ces sujets de quantum qui sont finalement pas si importants. Donc aujourd'hui, mais c'est la pratique. Donc aujourd'hui, le sujet est là, il est traité de cette façon. Ce qu'on constate aussi globalement, parce que c'est assez difficile de documenter la situation, parce que justement une des conséquences, c'est l'extrême diversité des situations, on y reviendra, c'est que le tout télétravail ou le tout sur site sont 2 modèles qui ne sont pas forcément choisis. On va sur quelque chose qui est entre les deux. L'autre question qu'on peut avoir, c'est si la poussière est encore complètement retombée. Ce n'est pas certain, parce qu'aujourd'hui, on télétravaille avec des gens qu'on connaît encore. C'est-à-dire des collègues qu'on connaissait, je dirais, en réunion physique dans les bureaux, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, on partage... Alors,
aujourd'hui, on n'a pas le sentiment, et c'est ça qui va être difficile à construire, que quand on travaille à distance ou sur site, on fasse des choses très différentes. On a un peu l'impression que c'est une question de taille de la chaise, mais en termes de contenu du travail, on n'a pas encore réussi, semble-t-il, dans beaucoup d'entreprises, à distinguer ce que serait le travail sur site et l'intérêt de venir sur site et le travail à distance. Parce que finalement, la vraie hybridation du travail. On peut imaginer que le travail à distance, par exemple de chez soi, c'est plutôt un travail quand on a besoin de se concentrer, sans être forcément en relation, en réunion très, très vivante avec d'autres, et qu'au contraire, quand on vient au bureau, justement, ça prend une dimension, la relation de travail est mise plus en exergue. Oui, mais c'est probablement ce qu'on essaye de dessiner, mais la réalité est plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont chez eux, pourraient faire du travail de fond, se retrouvent pris dans des réunions. Et inversement, vous avez des situations un peu ubuesques dans lesquelles les gens sont en réunion en visioconférence d'un bureau à l'autre, parce qu'il y a une autre personne qui est à distance. C'est un côté un peu étrange. Donc, alors, pourquoi ça n'est pas mûr? Parce qu'il y a une dimension pratique qui est assez lourde. Les choses se font lentement. Parce qu'on est encore sur la dimension confortable du télétravail. On y reviendra peut-être. Le travail est vu comme un droit, est vu comme un confort. Cette situation va peut-être changer progressivement. Peut-être que l'isolement sera plus marqué pour certaines personnes. Il y aura peut-être des envies plus fortes de revenir sur site dans quelques mois. Et puis une autre raison pour laquelle la poussière n'est peut-être pas encore retombée, c'est qu'on n'est pas sorti de la pandémie, premièrement. Et deuxièmement, dans les personnes que j'ai pu interroger, certaines m'ont dit, en fait, on a mis en place une façon de travailler qui va nous servir pour d'autres situations difficiles. De crise, en fait. Toute situation de crise, ça peut être des crises politiques, ça peut être des crises climatiques. Donc, on est dans cet entre-deux, donc on commence à se faire à l'idée. On sait que, par contre, le télétravail devient un mode incontournable de travail, c'est-à-dire que ce qu'avant les gens demandaient, essayaient d'obtenir, maintenant est une évidence pour beaucoup. C'est largement plébiscité par les personnes qui l'ont vécu, en fait. Même s'il y a des cas vraiment compliqués, on en parlera sans doute, mais c'est plutôt le sentiment qui a l'air de se dessiner. C'est semble-t-il plébiscité du côté des télétravailleurs, comme du côté des dirigeants qui, pour certains, n'étaient pas familiers avec cette façon de travailler, puis qui y ont pris goût. Toute la question, c'est maintenant de trouver l'équilibre, parce que une des certitudes qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, c'est qu'on a une diversité de situations extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a des différences objectives de situation, et puis donc, on n'est pas dans les mêmes conditions matérielles, on n'a pas les mêmes types d'activités, etc. Et puis qui se conjuguent avec des différences, des appréciations subjectives. On ne vit pas de la même façon à distance ou sur site, on a des aspirations différentes. Donc ces deux éléments se combinent pour multiplier les situations. Et ça fait partie des choses qui sont pas faciles à appréhender par les entreprises, puisqu'elles étaient déjà confrontées à un individualisme croissant, à des demandes de plus en plus particulières des collaborateurs. Et là, elles se retrouvent avec non seulement des demandes particulières, mais des situations particulières. Et avec une frontière de plus en plus poreuse entre ce qui relève de ce dont elle avait connaissance jusque-là, et puis ce qui relève de la vie privée des personnes, voire même de leur intimité. L'entreprise, un de mes interlocuteurs a dit, l'entreprise est dans le salon, avec ce que ça a de positif et d'un peu inquiétant. Alors finalement, on parle de télétravail, mais il faut peut-être quand même remettre les choses en perspective au niveau des grandes masses. En fait, combien de personnes ça touche en France en pourcentage? En fait, ça touche entre 30 et 40% des travailleurs. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi à signaler, puisque c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et une des questions qui a émergé dans le cadre de cette réflexion, c'est l'impact que pourrait avoir le télétravail sur ceux qui ne peuvent pas
télétravailler. Et un des points qui est identifié et qui s'avère exact, c'est on voit les difficultés de recrutement sur les métiers de la restauration. On le pressentait déjà au printemps dernier, mais on voit qu'aujourd'hui c'est une réalité très forte. On le voit sur les métiers du soin. Ces personnes qui ne peuvent pas télétravailler s'aperçoivent que finalement il y a d'autres métiers dans lesquels on peut avoir une part de télétravail, et peut-être que un des impacts du télétravail, c'est le désamour ou le désintérêt pour ces métiers non télétravaillables. Donc, voilà, dans cet exercice consistant à tirer les questions les unes après les autres, une des questions qui viennent, c'est de se demander si, à moyen terme, ça restera vrai. C'est-à-dire qu'entre être derrière son ordinateur, dans son appartement toute la journée, ou être au contact de gens en chair et en os dans un restaurant ou dans un hôpital, parce que finalement, c'est pas ça qui rendra le travail intéressant, et qu'au bout d'un certain temps, quand on aura bien goûté au télétravail ou au travail chez soi, etc., on n'aura pas envie de revenir vers quelque chose de plus concret, de plus matériel. Question. Oui, puis finalement, il y a la question de la relation humaine, et peut-être qu'à un moment, le confort, il y a une tension entre le confort personnel, individuel, et puis le côté riche, nourrissant de la relation de travail avec d'autres, et l'énergie physique, effectivement, de la rencontre. Oui. Et puis des hasards, on parle toujours de la fameuse sérendipité, c'est pas simplement la machine à café, c'est qu'effectivement, il n'y a pas exactement la même énergie physique dans une réunion Zoom et dans une réunion physique. Alors, en fait, tu évoquais ces cercles concentriques, les trois, l'entreprise, la personne, et puis finalement la société. Du point de vue de l'entreprise, si on raisonne un petit peu en termes d'avantages et de risques, alors en avantage, on imagine tout de suite les économies immobilières que pourraient faire les entreprises, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu une sorte de choc de productivité finalement avec le télétravail. Qu'en est-il ? Alors, c'est ce que certaines études ont démontré, c'est que non seulement les gens appréciaient cette façon de travailler, mais qu'en plus, ils étaient plus productifs. Donc, c'est vrai que dans les avantages du télétravail, il y a le gain qu'on peut faire sur le foncier, sur les immeubles, gain qui peut représenter jusqu'à 10% de la masse salariale, donc c'est pas du tout négligeable. Donc on le voit très bien aujourd'hui, et ça c'est assez massif, c'est le gain immédiat. Donc c'était aussi une des craintes des dirigeants quand on a commencé cette réflexion, c'est-à-dire, mais finalement là il y a à court terme, la question ne se pose même pas. Et même un de mes interlocuteurs a dit, mais quelle entreprise peut résister à cette marge qu'il va dégager sur ce terrain-là. D'où la question, oui, mais attention au risque, au déséquilibre, d'où la nécessité de s'interroger un cran plus loin sur les conséquences. Mais le coût du bâtiment, c'est aussi le coût de l'énergie. On le voit bien aujourd'hui. C'est chauffer un immeuble de bureau. Voilà, tout ça, c'est un coût. Il y a la question du transport qui n'est pas nul. Finalement, l'impact carbone. Oui, c'est ça. Donc, productivité améliorée, c'est ce que certaines études ont montré. Il faut voir aussi si, en vitesse de croisière, cette productivité reste... cet écart reste constaté. Mais surtout, ça permet, au-delà de ça, d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent, qu'elles soient moins chères ou pas d'ailleurs, sans avoir une contrainte physique et même une contrainte réglementaire. Donc on va pouvoir, c'est-à-dire qu'on est dans le prolongement d'un mouvement qui existait, qui est celui de l'externalisation. Dans les premières vagues d'externalisation, on allait chercher ailleurs ce qui était... les fonctions support. Et aujourd'hui, c'est le cœur du métier de l'entreprise qu'on peut externaliser parce que les compétences dont on a besoin ne sont pas forcément au coin de la rue. C'est l'entreprise plateforme ? Alors, ça pose la question du modèle de l'entreprise. Donc, ça fait partie des vertiges, des questions vertigineuses. Jusqu'où l'entreprise peut-elle aller ? Est-ce qu'elle va choisir un modèle intégré avec une communauté de travail ? Finalement, l'entreprise comme aventure humaine. Voilà, c'est ça, avec une communauté de travail, des gens qui peuvent être à distance ou pas, mais en tout cas qui ne sont pas très loin, qu'on peut regrouper, qui ont une culture commune.
ou est-ce que ça va être, on va glisser progressivement vers un réseau de contrats? Les questions se posent, les avantages et les inconvénients des deux modèles peuvent être identifiés. On peut dire que non, que l'entreprise a besoin de garder un lien de subordination pour différentes raisons, parce que ça donne une certaine flexibilité, ça donne la main sur les personnes, ça permet de garantir la sécurité, ça permet de contrôler sa chaîne de responsabilité aussi. Donc, probablement aussi là, on va se retrouver sur des modèles hybrides, c'est-à-dire une entreprise avec une communauté de travail, mais qui va jouer avec des compétences. Un écosystème, en fait. Un écosystème, voilà. Et là se posera, c'est une des questions qu'on pose, la question de la régulation de ces formes d'organisation. Aujourd'hui, en tout cas, le Code du travail ne peut pas appréhender ces situations, les appréhende assez mal. Et ça permet aussi d'avoir peut-être d'accélérer sur le terrain de la diversité. Donc, Pascal Pic a des réflexions intéressantes. Alors Pascal Pic est un paléoanthropologue, mais qui s'intéresse beaucoup aux questions de l'entreprise. Voilà, qui a des réflexions intéressantes. Il explique une espèce qui parvient à survivre et à se reproduire et à surmonter des catastrophes. C'est une espèce qui est capable de se diversifier. Et donc, voilà, il pose la question pour l'entreprise. Est-ce que les entreprises qui sont diverses seront celles qui auront plus de chances de survivre dans ce nouvel environnement? Et cette souplesse qui est donnée par le travail à distance va peut-être permettre d'augmenter la diversité et d'augmenter la résilience de ces entreprises. Donc ça fait partie des choses. Mais le vertige, la contrepartie de ça, alors, c'est que ce qui peut être fait en France, à quelques kilomètres de son bureau, peut être fait à des centaines de milliers de kilomètres à l'autre bout du monde. Donc finalement, ça dessine peut-être un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on parle de relocalisation, de production, on voit bien ce qui se passe au niveau des problèmes d'approvisionnement, des chaînes logistiques et puis de la préférence aujourd'hui pour les circuits courts. En fait, il pourrait se passer le contraire sur la matière grise, sur tout le travail qui est dématérialisé, avec au contraire une mondialisation effrénée. Mais les deux options sont possibles. Il y en a une qui nous fait plus plaisir que l'autre. On voit que les couloirs du métro parisien sont tapissés de publicités pour des villes fantastiques qui ne demandent qu'à accueillir des talents qui travailleraient à distance. Mais c'est pas si simple que ça. Tu parles de l'Indre ou de l'Inde. C'est ça. C'est ça. Alors, j'ai aussi un exemple assez intéressant que je cite dans le bouquin, qui est un exemple à Toulouse où on a un certain nombre d'ingénieurs qui se sont retrouvés avec moins de travail et qui se sont mis en réseau et qui ont travaillé à distance avec les États-Unis. Donc, on s'est retrouvé dans la situation à laquelle on pense moins, dans laquelle finalement c'est chez nous que cette main-d'œuvre à distance, ces compétences à distance ont été sollicitées et pas l'inverse. Mais ça renvoie en fait à la question de fond du bouquin, il n'y a pas de déterminisme. Le télétravail sera ce que les parties en feront. Si on décide de jouer à plein la carte, un certain nombre de choses vont échanger. On peut décider de le jouer à minimum, c'est-à-dire 2 jours de travail par semaine, point, et puis je fais à peu près la même chose au bureau et chez moi. Et là, évidemment, les choses changeront peut-être moins. Donc tout ça, aujourd'hui, on est bien en peine de dire ce qui va se passer. Mais c'est d'où l'intérêt de se poser les questions. C'est en se posant clairement les questions qu'on peut chercher à y répondre et après chercher à projeter un projet. Que voulons-nous faire du télétravail? Donc, comment voulons-nous travailler à l'ère numérique? Et oui, parce que finalement, ça a des impacts sur la société. Je lisais un article au mois d'août selon lequel, en fait, Google commence à avoir une politique de différenciation salariale en fonction du lieu de résidence. Et donc, en disant, vous vivez dans une région où la vie est moins chère, on va vous payer moins. Et donc, en fait, voilà, il peut y avoir, effectivement, alors ça, c'est une logique qui n'est pas du tout une logique qu'on connaît en Europe, mais en tout cas, ça fait réfléchir. C'est effectivement un petit peu vertigineux. Et effectivement, l'autre point, on l'évoquait aussi tout à l'heure, en termes aussi peut-être de risque,
c'est cette question de la relation de travail et de la performance enrichie ou appauvrie, effectivement, parce qu'on se rend de plus en plus compte à quel point le travail tient à la relation. Enfin, on parlait des compétences, après on a parlé des aptitudes, et aujourd'hui on parle beaucoup des capacités relationnelles, de ces fameuses soft skills, c'est-à-dire effectivement ces compétences à collaborer avec d'autres, avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, et à produire effectivement quelque chose de collectif. C'est la question de la communauté de travail. Ouais. Et ça fait partie des points qui ont été soulevés par un de mes interlocuteurs qui dit que le risque à vouloir avoir les avantages de très court terme et purement financiers, c'est de passer à côté de ce qu'est la valeur de l'entreprise. Et pour lui, la valeur de l'entreprise est dans la relation. Donc cette relation peut être entre des personnes à distance, mais ça se travaille. Et en tout cas, il ne faut surtout pas penser qu'on peut, d'après lui, qu'une entreprise qui ferait faire exécuter un certain nombre de missions sur toute la surface du globe aura les mêmes résultats que celle qui agrège ses relations, maintient ses relations, anime ses relations. Et voilà, c'est le point sur lequel il attire l'attention. La valeur est dans la relation de travail. Et donc, à un moment, et ça c'est là où l'artiste, Frédéric Lous, que j'ai interrogé, apporte sa pierre, c'est qu'elle explique très bien avec ses mots d'artiste pourquoi être en présence, être physiquement l'un face à l'autre n'est pas la même chose que d'être face à face avec un écran interposé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, même dans les entreprises technologiques les plus avancées, finalement, il y a ces questions d'animation qui sont tout à fait prises en compte, puisque je pense à une étude Microsoft qui a été réalisée au pic du confinement et qui insistait, en fait, alors que Microsoft, avec Teams, avec leur plateforme, on aurait imaginé que, ils auraient été beaucoup plus positifs. Et l'étude révélait des effets négatifs du télétravail sur les 60 000 employés américains en disant que ça avait créé davantage de silos. Mais le biais effectivement potentiel, c'est que c'était au pic de la crise et on n'était pas effectivement dans l'organisation hybride. L'autre chose auquel je pense, c'est aussi des entreprises qui sont pour le coup totalement distribuées comme Buffer, qui travaillent avec des gens sur la planète. En fait, ils prennent bien soin d'organiser 1 ou 2 fois par an des grands messes où tout le monde vient pour créer effectivement ce sentiment de communauté. Donc on voit que les choses ne sont pas manichéennes et qu'effectivement c'est plus une question d'articulation que de tout ou rien. Oui, et Google a cette politique, en tout cas c'est comme ça que ses dirigeants l'ont annoncé, a cette politique en disant vous pouvez travailler de n'importe quel endroit du monde pendant quelques semaines ou quelques mois, quelques années, parce qu'ils voient derrière aussi une façon pour leurs collaborateurs de s'enrichir de l'environnement dans lequel ils vont se trouver, tout en les fidélisant par des conditions de travail intéressantes. Mais parallèlement, ils revoient aussi, en tout cas, ils indiquent revoir la façon dont ils vont travailler. Donc, eux sont en train vraiment de construire ce travail hybride. Mais là, toute la difficulté, c'est ces deux horizons de temps sur lesquels les entreprises sont obligées de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire le court terme, la négociation des accords, 1 jour, 2 jours, et puis en même temps se pencher sur l'évolution des métiers que peut entraîner ces nouvelles formes de travail, ces opportunités, l'impact que ça peut avoir sur ce qu'est l'entreprise. Voilà, ce sont 2 façons de penser assez différentes. Et le quotidien, les journées ont 24 heures, et le quotidien mange le temps de réflexion sur ces questions de fond. Donc, c'est là où je reprends une expression de Pascal Pic qui est assez claire. Il dit la sélection naturelle sélectionne. Et c'est d'où l'intérêt d'y réfléchir maintenant. C'est-à-dire que les choses vont très vite. Et un certain nombre d'entreprises sont dans cet environnement comme des poissons dans l'eau. Elles vont accélérer puisque ce qui était un peu difficile devient très naturel. Et celles qui essayent de devenir ces mêmes poissons ont un peu plus de mal. Et il y aura probablement des difficultés pour un certain nombre d'entre elles, soit que les collaborateurs
les fuient, soit qu'elles ne parviennent pas, soit qu'elles rentrent dans des dispositifs de contrôle qui du coup vont assécher complètement les collaborateurs, du coup, les faire fuir. En fait, on est sur une ligne de crête avec énormément de questions et autant de situations. C'est-à-dire que les entreprises industrielles ne peuvent évidemment pas réfléchir comme des entreprises tout numériques. Donc le chemin à parcourir selon la nature de l'entreprise, son activité, est extrêmement différent. Alors justement, comment faire pour faire effectivement de ce virage vers le télétravail quelque chose qui soit un succès, une opportunité de liberté pour les personnes, de performance pour l'entreprise et pas le contraire. Quel est ton point de vue? Alors, est-ce que c'est une question de négociation sociale nouvelle? Comment vous voyez les choses à l'Institut? Alors, à l'Institut, on a plusieurs façons de voir les choses. En posant les questions, en essayant d'identifier où sont les risques, c'est-à-dire ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, dans les risques qu'ont soulevés nos interlocuteurs, il y a évidemment celui de processer le télétravail, d'en faire, de le contrôler, d'assécher le collaborateur, de l'isoler. C'est une vision dystopique qui n'est pas complètement à exclure, qui peut être faite. Il y a une question de culture d'entreprise, mais c'est aussi la question des outils qu'on utilise. J'ai lu un certain nombre d'articles assez intéressants dans lesquels on pointe bien que ces outils, que je cite dans le livre, ces outils ne sont pas neutres. En fait, ce sont des logiciels dont les paramètres ne sont pas définis par les employeurs. Donc il faut toujours se réinterroger la façon dont même les outils sont conçus pour mettre en œuvre le télétravail. Donc ça, voilà, c'est aussi, ça renvoie au fameux biais de certains algorithmes. Exactement. Voilà. S'interroger sur le pourquoi de ces outils et la façon de les utiliser et pas les prendre tels quels. Et puis, un des points sur lesquels l'Institut travaille, c'est la question de la régulation. C'est-à-dire qu'on a vu... on a vu ci et là des idées d'avoir un code du télétravail. Ça paraît totalement farfelu. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà. Alors que la poussière, justement, est pas retombée et qu'on est en pleine expérimentation. En fait. Il y a ça, mais il y a aussi l'idée que, en fait, le télétravail n'est pas nouveau, mais c'est peut-être la dernière barrière. C'est-à-dire que c'est une des dernières sphères qui n'avait pas été encore envahie par le numérique. On faisait ses courses par Internet, on peut réaliser un certain nombre de formalités administratives en ligne. On restait, comme très majoritairement, à devoir travailler sur site. Cette dernière barrière a sauté. Donc c'est une accélération. C'est pas nouveau en soi, c'est une accélération. Et avec ça saute un certain nombre de cadres. C'est-à-dire que l'unité de temps, d'action et de lieu a explosé. Et avec elle, le cadre de régulation. On quitte le monde du XXe siècle, dans lequel on a un État qui pouvait agir sur le périmètre du territoire français, qui travaillait main dans la main avec des syndicats, des entreprises dans lesquelles étaient des travailleurs salariés qui eux-mêmes payaient des cotisations, qui finançaient un système de protection sociale. Tout ça est en train de voler en éclats. On voit que les institutions ne sont plus du tout adaptées à la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui. Et donc la question qui se pose, et c'est dans ça que le sujet est intéressant, c'est la question du télétravail et de la façon dont l'entreprise et les travailleurs vont s'en saisir. C'est rien moins finalement que la façon dont on va réguler une société en poudre aujourd'hui. Et le point de l'Institut, c'est de dire qu'on ne peut plus avoir une loi uniforme qui essaye de régler et de réguler l'existence, la vie de tout le monde dans ses moindres dimensions, quand il y a autant de situations et que ce sont finalement les personnes, là où elles sont, dans la situation dans laquelle elles se trouvent, qui sont les mieux à même de trouver des réponses aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc évidemment qu'il faut une régulation, il faut un cadre global, mais à l'intérieur de ce cadre global, on doit pouvoir laisser les acteurs
construire eux-mêmes leur organisation de travail. On ne va pas télétravailler de la même façon dans une industrie lourde, dans une entreprise de services, quand on a des populations jeunes, des populations âgées, etc. Et donc ça, c'est le point de l'Institut, qui est d'essayer de réfléchir à ces nouvelles formes de régulation qui permettraient d'accompagner et de laisser, d'avoir une forme de sérendipité sur le terrain. Très bien. Alors, on arrive, cher RL, à la fin de cet entretien. On a une petite tradition dans Reboussolage, c'est que l'invité partage une ou deux sources d'inspiration, qui peuvent être totalement déconnectées du sujet dont on vient de parler. Quelle serait la tienne ou les tiennes ? Alors, je vais en donner deux, qui sont des... La première, je trouve qu'une source d'inspiration, pour moi, c'est le podcast. Je trouve qu'il y a une offre de podcast qui est très intéressante et qui permet, on n'a pas le temps de tout lire malheureusement, mais d'avoir accès à des moments... Est-ce que tu peux en citer un qui t'a marqué dernièrement ? Alors, moi, j'essaye d'aller regarder des disciplines qui ne sont pas les miennes. Donc, il y a évidemment Reboussolage. Mais sinon, j'aime bien les podcasts sur les radios publiques. Il y a des choses très bien, des émissions très bien, mais scientifiques. Et voilà, moi, j'apprécie les émissions d'Étienne Klein. Je trouve que sur une heure, un thème où on a le temps d'écouter, d'approfondir. J'aime bien aussi la grande librairie. Je trouve que c'est une fenêtre sur le monde, des personnalités extrêmement diverses qui témoignent et qui disent des choses souvent très intéressantes et ça rend toujours en résonance avec une préoccupation du moment. Et l'autre source, je dirais que là, je lis 3 livres en même temps qui renvoient à des sujets du moment. Sont-ils des sources d'inspiration ? Je n'en sais rien, mais j'ai un livre qui s'appelle Le Voyant des Tempes de Abel Quentin sur le wokisme ou le phénomène woke, donc qui est assez intéressant et qui est politiquement incorrect et donc assez rafraîchissant. Je lis Les algorithmes vont-ils faire la loi d'Aurélie Dijon, qui permet de comprendre un certain nombre d'enjeux et qui montre aussi, pour le coup, c'est assez vertigineux aussi de voir la nécessité de beaucoup mieux comprendre ces sujets-là, et c'est pas toujours facile, et elle a le mérite d'essayer de partager ses connaissances. Elle est très pédagogue auprès de gens qui ne savent pas coder. Et le troisième ouvrage dont je connais l'auteur, donc c'est comme ça que j'en ai eu connaissance, c'est Le commerce et la force de Maxence Brichoux, qui est au cœur des préoccupations géopolitiques du moment. Commerce et force, c'est-à-dire que le commerce comme moyen de pacifier le monde, c'est terminé. On revient sur des logiques de puissance, et je pense qu'on est en plein dedans. Donc ce sont 3 ouvrages qui permettent de mieux saisir 3 des nombreux enjeux qui sont aujourd'hui devant nous. Merci RL Thévenon. Merci Catherine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à Reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.